Bonjour, je suis extrêmement ravi d'être avec vous cet après-midi. Ravi à plusieurs raisons. Je suis né juste à côté de Rennes il y a quelques années. J'ai encore mes parents qui habitent pas loin sur la route de l'Orient. Et ça me fait extrêmement plaisir de venir à Rennes parler de mon métier, de la tech et de ce qui me fait plaisir. Et encore plus de sécurité. Parce que la sécurité, c'est aussi une affaire de dev. Qui est dev dans la salle? Ouais, vous êtes au bon endroit, c'est cool. La sécurité, souvent, c'est des choses un peu comme ça. Alors, ça, c'est un mail perso, pardon. Ouais, des trucs comme ça. Donc ça, c'est 99% des formations en cybersécurité que reçoivent les développeurs en France. Attention, il ne faut pas cliquer. Je suis presque sûr que vous avez tous eu la même formation que moi, à peu de choses près. C'est un peu léger. Voilà, la sécurité, j'ai découvert ça un peu autrement. Et il y a quelque chose qui a changé ma vie il y a une vingtaine d'années. Ajax. Pas tout à fait celui-là, celui-ci. Alors Ajax, c'est Asynchronous, JavaScript, Asynchronous encore peut-être, XML. Et surtout cet objet-là, XML HTTP Request. Le principe, c'était qu'en JavaScript, j'allais pouvoir faire des appels directement vers mon serveur. Donc j'étais étudiant, je savais pas encore trop ce que c'était client, serveur, tout ça, mais j'ai commencé à faire des choses, à jouer un peu. J'ai créé un jeu vidéo en ligne, un MMORPG par point d'action. J'ai eu jusqu'à une vingtaine d'utilisateurs réguliers. J'étais persuadé que j'allais faire fortune. Je suis là aujourd'hui avec vous. J'ai pas fait fortune, pas assez. Par contre, j'ai découvert quelque chose. Premièrement, que les utilisateurs sont globalement tous très sympas, sauf peut-être quelques-uns. Et deuxièmement, que j'étais une bille en sécurité. Bon, il y a 20 ans, tout le monde ou presque était une bille en sécurité, donc c'était pas si grave. Mais voilà. Donc je m'appelle Gaëtan Eléouette. Je suis principalement développeur Java. Je travaille pour une ESN Meritis, qui est présent à Nantes avec des locaux, et puis on a aussi des consultants qui sont à Rennes, et puis globalement ailleurs en France, à Paris, à Bordeaux, à Aix, à Sofia. On est à peu près 1 millier aujourd'hui, un peu en dessous, mais c'est ce qu'on vise, pour 100 millions de chiffre d'affaires, et on recrute. C'est fait. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Gaëtan, et sur pas mal de plateformes de programmation compétitive, c'est un de mes deuxièmes hobbies. Je suis aussi le CEO et le main staff lead. Ah, j'ai peut-être fait une faute, je sais plus. Le super beau gosse du premier site mondial de blagues de chat, catjoke.egaetan.me. Ça fait moi. Mais c'est un autre sujet. Un chiffre, c'est important les chiffres dans une conf. 72, c'est un chiffre qui date de 2021. Donc il n'est pas tout à fait à jour, mais ça n'a pas changé beaucoup. 72% des failles des applications web sont liées au code applicatif. Donc c'est pas de l'infra, c'est pas du réseau, c'est pas du bordel, c'est du code qui pue. Moi ça me touche parce que le code, je fais partie des gens qui en écrivent, et donc ça veut dire qu'on a une belle marge de progression là-dessus. On n'est pas tout seul pour ça. Il y a une fondation qui s'appelle la fondation OWASP, Open Web Application Security Project. C'est une communauté ouverte et qui va publier tous les 4 ans une liste des catégories dans lesquelles on trouve le plus de failles sur la période. Ça s'appelle le Top 10 OWASP. C'est une communauté qu'on peut rejoindre très facilement. On peut même devenir membre pour $50 et avoir une superbe adresse mail en owasp.org. Un jour je vais le faire, je ne l'ai pas encore fait, mais un jour je vais le faire. À tous ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils utilisent, alors c'est marqué en tout petit, je suis désolé, c'est un Silver Bullet qu'on peut vaporiser. Je crois que c'est une marque de dégraissant, mais voilà. Donc tous ceux qui pensent qu'ils ont un outil magique qui fait que la sécurité, elle n'est pas dans leur métier, elle est dans l'équipe d'à côté ou ailleurs, c'est faux. Un outil qui vous fait cette promesse-là, dans le meilleur des cas, c'est une promesse commerciale. Dans le pire des cas, c'est des arnaqueurs ou des menteurs. C'est complètement faux. Une grande partie des failles, c'est du code, et c'est du code métier. Et donc, ce ne sera pas un outil qui pourra nous couvrir
de ces choses-là. Zut. J'ai reçu un mail de M. Antoinette. Bonjour, N m'a envoyé un défi sur qui aime quoi. Il souhaite montrer qu'il est plus populaire que moi. Ok, aidez-moi. D'accord. On va aller l'aider, je pense. Donc il y a un défi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un à renvoyer sur son... Ok. Allons-y. Je ne sais pas si vous connaissez qui aime quoi. Bon, c'est pas un site très très connu parmi les gens vivants. C'est un site de popularité de personnalités très célèbres, mais mortes depuis longtemps, comme ça j'ai pas de problème avec elles. Et voilà. Eh ben, on va essayer de se connecter. Je crois qu'elle m'avait fourni son login et son mot de passe. M. Antoinette Brioche. Se connecter. M. Antoinette Brioche. Ok. Le compte Emma n'a pas été validé par l'utilisateur admin. C'est la première CWE que je vais vous montrer. CWE, je vous dis juste après ce que c'est. Là, on expose une information qui est un peu sensible. On a un login administrateur qui a été fourni en clair, comme ça, gratos, cadeau. Ce login existe et c'est celui d'un admin. Faites-vous plaisir. Faut pas faire ça. C'est facile, hein. Faut pas faire ça. Une CWE, Common Weakness Enumération. Donc là, on est sur une faiblesse logicielle, on n'est pas encore sur une faille. La faille, c'est quand on exploite la faiblesse, tout simplement. Et elles sont numérotées, et comme ça, on a une liste de types de faiblesses logicielles, et c'est ça qu'on va retrouver dans le WASP. Une CWE, donc il y a ce numéro, une description, une catégorie, et puis, chose très importante, les conséquences d'exploitation de la faiblesse. Alors, les conséquences, c'est facile. Il y a un trigramme pour s'en souvenir. Un truc qui n'a rien à voir avec la sécurité, mais c'est quand même le trigramme qu'on retient. CIA. Les trois grandes familles d'atteintes qu'on a, c'est la confidentialité. J'accède à des données auxquelles je n'aurais pas dû accéder. L'intégrité. Je vais modifier des données que je n'avais pas le droit de modifier. Et la disponibilité. Je rends inaccessible tout ou partie de l'application. Voilà. Et puis il y en avait une deuxième, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le mot de passe, il est en clair parce que comme je suis un peu stressé devant vous, si j'avais mis des petites étoiles, une fois sur deux, j'allais me planter. Et voilà, on va passer un meilleur moment si vous... On est reparti. Le compte Emma n'a pas été validé par l'utilisateur admin. Ouais. J'ai entendu là-haut quelque chose. Admin. Faut pas déconner non plus. Par contre, j'ai un petit outil qui va peut-être nous permettre de faire des choses. Alors, dans le monde de la sécurité, il y a plein d'outils pour faire du rejet de requêtes. Dans le monde du développement web, il y a aussi la console du navigateur. C'est très très bien, mais en conf, c'est horriblement compliqué à montrer. Donc j'ai un outil qui est un peu plus simple, mais qui fait exactement la même chose. Donc là, on voit ma requête en poste, mon domaine, mon URL, et puis le body, je vais pouvoir changer des choses. Donc là, j'envoie la requête, admin, j'ai le message derrière. J'ai envie d'essayer. Hop. Oh oui, donc là, je mets un apostrophe simple. Oh, c'est plus tout à fait la même. Toc, 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 password. On a quelque chose, là je vais faire login admin. Yes. Alors j'ai entendu certains l'avaient reconnu. C'est bien évidemment l'injection SQL. On est en 2024, il y en a plus nulle part et tout le monde sait ce que c'est, bien évidemment. Sauf que quasiment de façon hebdomadaire, on a une nouvelle d'un outil, un grand outil qui en a laissé passer une. Et, donc c'est encore au goût du jour. Je vous explique quand même ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on va avoir une requête qui va exécuter du code qui est fourni par l'utilisateur. Là, le code que j'ai, select étoile from user, where, puis là je concatène l'ensemble de ma chaîne, username égale, user password égale, et je mets les variables. Le problème, c'est que le admin apostrophe tiret,
Tiens, ça devrait être sur la même ligne, ça, normalement. Tiret, ça veut dire début d'un commentaire en SQL. Et donc, il va ignorer tout le reste de la ligne. Donc, ma requête, elle devient, avec joliment le commentaire en italique, select étoile from user, where user égale admin, et hop, on n'a plus le contrôle. Et ben, faut tout simplement pas faire ça. On construit pas des requêtes avec des données qui viennent de on sait pas où. On utilise des prepare statements. Il y en a dans tous les frameworks, tous les langages, toutes vos librairies. Et dans ces cas-là, c'est des placeholders qui sont dans la requête et c'est directement géré par votre librairie et le driver de la base de données. Ok, donc là, normalement, je suis logué en admin. Et bien, parfait. Et bien, je vais pouvoir valider ton compte, Emma. Hop, validé. Très bien. Et donc là, normalement, on doit pouvoir se connecter. M. Antoinette. Brioche. Cool. Elle a une citation. Ils peuvent être mes bourreaux, mais ils ne seront jamais mes juges. Bien, ouais. Bon, on va la valider tant qu'à faire. Seul l'admin peut valider un message. Qu'est-ce qu'on a là? On va voir la requête quand même. Seul l'admin peut valider un message. Ah ouais, j'ai bien ça. Qu'est-ce qu'on va chercher? Tiens, il y a un Twitter là. Avec la vieille icône en plus. C'est pas moi. Ok. Ça, c'est rigolo. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est mon site. Comment appelle-t-on un chat dans l'espace? Un satellite. C'est super drôle. Une autre. Comment appelle-t-on un chat royal? Un château. Ouais, en humour, j'ai pas les mêmes compétences qu'en dev. Hein. On gagne pas sur tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est mon site. Et donc mon site, moi, je peux changer ce que je mets dedans. Voilà le code source du site. Ouais, je suis plutôt dev back. Hein, je suis désolé. Et je vais peut-être rajouter un petit quelque chose. Hop. Fetch, l'URL qui permet de valider la méthode post, et puis je vais rajouter ça tranquillement. Hop, je sauve. Hop. On attend tranquillement que l'administrateur vienne rigoler un coup. Hop, il est passé. C'est CSRF, Cross Site Request Forgery. Le site ne vérifie pas que les requêtes sont intentionnelles. Je vous explique. J'ai mon site malveillant qui est rouge, qui va faire une requête au site bleu. La requête, elle est exécutée dans le navigateur de mon utilisateur qui passe sur le site malveillant. Et donc cette requête, elle est embarquée avec toutes les informations de session, etc. du site bleu. Et donc, avec les droits de l'administrateur, je fais l'appel à la validation. Attention, les corses qui ont un nom qui ressemble, c'est pas ça qui protège des CSRF. Alors les corses cross origin resource sharing, c'est quelque chose qui va autoriser ou pas du chargement de ressources, mais il y a plein de requêtes qui passent quand même, et en particulier bref, c'est compliqué, c'est pas ça qui protège. Ce qui protège, c'est ce machin-là. J'ai pas trouvé de belle illustration d'un token anti-CSRF. Hein, même l'IA générative, elle sait pas faire des jolies images, un truc pareil. Bref, c'est un jeton aléatoire unique qu'on embarque pour vérifier que l'utilisateur, au moment où il me fait la requête, c'est bien une requête qui est valide et qui est intentionnelle. Alors, de la même manière, il y en a dans toutes vos librairies, toutes vos frameworks. C'est un peu beaucoup plus compliqué avec les SPA. Parce qu'il n'y a pas l'échange qui est le même, mais allez bien lire la documentation, ça existe et ça vous donne le flux à suivre pour que ça fonctionne. Ok. Une petite dernière. On a déjà vu. Comment appelle-t-on un chat qui s'est blessé? Ça fait mal? Voilà, ça, c'est fait. Et normalement, elle a validé sa citation. Elle est validée. Super.
Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Un message. Ok. Admin. Bienvenue, donne-nous tes meilleures citations. Tiens, c'est rigolo de l'italique. Et deviens le joyau du site. Ok. À quoi ça ressemble la requête pour voir un message? La requête pour voir un message. Envoyer. Ouais, c'est vrai, il y a les HTML. Moi, je suis un peu curieux. Oh! Où est Charlie? Ben, c'est rigolo, ça, c'est pas un message à moi. Un autre? Éloi, ô mon roi, laissez aux oisons faire des chansons. Oh, c'est rigolo, ça. Dago premier. Oui, je te laisse gérer tout ça pour moi. Mon login. Oh! Bon. On accède à des données d'autres utilisateurs en manipulant une clé d'identification de données. C'est la CW 639. Ici, c'est la différence entre l'authentification et l'autorisation. C'est pas parce que je suis authentifié que j'ai le droit de tout voir. L'autorisation, elle doit être au niveau de la donnée et pas simplement au niveau de l'authentification des endpoints. Donc sur chaque élément de données, on doit vérifier est-ce que j'ai bien le droit, l'utilisateur qui est logué, est-ce qu'il a bien les droits pour voir et pas simplement est-ce qu'il est bien authentifié. Attention, la partie je suis authentifié, elle est facile, les frameworks nous aident beaucoup. La partie j'ai le droit de voir, elle n'est pas facile, nos frameworks nous aident pas du tout, c'est à nous de le faire. Et puis un deuxième petit point, là ça a été quand même extrêmement facile d'aller énumérer les messages. Avoir un identifiant qui est devinable et énumérable, c'est pas terrible. Donc c'est mieux d'avoir quelque chose qui est un peu moins facilement devinable, un UID, autre chose. Voilà. Dago et Toluc. Eh ben, on va essayer ça. Se connecter. Dago et Toluc. Alors, et Toluc, c'est culotte à l'envers. Pardon. Dago premier, je n'aime pas beaucoup de chansons. Ok, message, score, sans étoiles. Eh ben sans étoiles, excuse-moi, hop, je vais les envoyer à Marie-Antoinette. Top, ça c'est cool. Éloi, ô mon roi, vous pouvez m'écrire à Éloi, conseil et stratégie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh mon roi, d'accord, ça on avait déjà vu. Bon, on va voir si on a bien reçu les étoiles quand même. M. Antoinette. Faute de frappe. Brioche. Score. Ouais, j'ai mes 100 étoiles, cool. Qu'est-ce qui se passe? J'en vois. Conseil stratégie. Ah, j'en ai perdu une, ouais. Ouais, c'était con ce que j'ai fait là. Oh zut! Bon, on va essayer. Hop. Alors, oui. Alors, hop. -1. -1. Oh, yes! Évidemment, avoir des validations dans le front, c'est indispensable. Pour faire plaisir à l'utilisateur, pour des questions d'accessibilité, pour plein de choses, il faut des contrôles dans le front. Et pour la sécurité, ça ne sert à rien du tout. Et donc, la validation des données, c'est quelque chose qui se fait dans le back. Tout simplement, comme on a fait, la personne malveillante, elle n'utilise pas votre site web. Elle utilise directement vos API. Donc vos contrôles, ils ne passent pas. Top. 199, cool. Ah, j'ai un truc rigolo là. Cookie role user. Bon, ça a l'air d'être en majuscule, on va mettre en majuscule. Ah, des mines.
et ici là-haut. Voulez-vous changer la valeur de ce cookie dans les cookies du navigateur, blablabla? Ok, oui. Hop. Et je suis... Eh oui, j'ai l'interface d'admin. C'est la CW565. J'utilise des valeurs dans mon cookie sans contrôle d'intégrité. On valide les données qui sont dans un cookie parce qu'un cookie, c'est pas en lecture seule, tout le monde peut écrire dedans. Alors comment on fait cette validation? C'est super simple. On rajoute une signature en plus qui vérifie que c'est bien moi qui ai écrit dedans. C'est tout. Donc dès qu'on met des données sensibles dans un cookie, on doit les signer pour pouvoir valider que c'est bien nous qui les avons écrits et que ça n'a pas été modifié entre-temps. Je suis là. Cadeau. Bon, bah oui, un cadeau, s'il te plaît. 4694. Parfait. On va récupérer 4694. M. Antoinette. Brioche. C'était le score. Cadeau. Est-ce que je l'ai bien copié? Code 694. Recevoir. Top. Dans les messages. À quoi ça ressemble l'envoi du message? Bonjour. C'est super. À Rennes. Envoyé. Ok, j'ai bien reçu le message. Ouais, c'est pour vous montrer que c'est pas du fake. Hein. Alors, il y a un message qui est passé. Je veux voir le send de moi, le send qui est là. Bonjour, c'est super à Rennes. C'est vraiment super à Rennes. Alors là, il y a quelque chose de rigolo. Alors pour ceux qui ne sont pas anglophones, gift, ça veut dire cadeau. Donc quand je lui demande de tiens, envoie un message à Marie-Antoinette, il me répond un message et puis dedans il y a marqué cadeau à faux. Moi je pense que je préférerais avoir cadeau à vrai. Envoyé. Yes! Celle-là, c'est ma préférée. Assignement de masse. Mass assignment, en anglais, très certainement. On ne contrôle pas quels attributs peuvent être modifiés lors de la désérialisation. J'explique. J'ai mon objet métier, vous allez voir que c'est du métier, avec un carré, un losange, un rond. C'est mon domaine métier. Je m'attends à ce qu'on me donne un carré et un losange pour que je les assigne dans mon modèle métier. Par contre, si on m'envoie aussi un rond, je vais l'assigner aussi. Et ça, c'était pas prévu. C'est un problème qui arrive en général parce que on est un peu feignant, nous les devs, moi en particulier, et on a tendance à réutiliser nos objets qui sont déjà là et pas faire un objet spécifique parce que le champ est déjà là, ça suffit. Et ça, c'est pas bien. On sépare de différentes couches et à chaque fois, on a comme ça que les champs qui nous intéressent, qui peuvent être assignés et on n'a pas ces problèmes. Donc voilà, c'est ma préférée parce que ça montre un petit peu l'endroit où ça fait mal. Donc là, normalement, j'ai reçu un message avec un cadeau. Ouais, c'est pas celui-là. C'est celui-ci, code 798. Et bien, on va récupérer ça. Code 798. Recevoir. 219. Ah, ça devient pas mal. Ça devient pas mal. Il y avait un truc quand même. On a vu de l'italique là. Moi, c'est pas vraiment de l'italique que j'ai envie d'envoyer. Hein. Super. Super. Envoyer. Ok.
Ok, donc j'attends que l'admin vienne lire ses messages quand même. Hop. Ah bah, il est déjà là. Admin. Alors, cette fois-ci, c'est une XSS. Ça ressemble au CSRF, mais c'est pas la même chose. Le nom ressemble, mais c'est tout. Cross-Site Scripting. Et donc, ils l'ont pas appelé CSS parce que c'est déjà pris comme nom, je sais pas par quoi, mais il l'a appelé XSS. On ne neutralise pas correctement du contenu qui va être affiché dans la page HTML, et en particulier, là, on a des tags de script qui permettent d'avoir du script exécuté. Et donc, avec une balise script, je vais exécuter du code dans la session d'utilisateur au moment où il affiche sa page. Globalement, sur la page prévue avec du code qui est tout à fait légitime, à un endroit, il y a du contenu qui a été injecté, qui contient un script qui va être exécuté dans le navigateur avec la session, avec les droits d'utilisateur. Ça peut arriver sur du HTML, ça peut arriver sur du Markdown, sur du XML, sur énormément de choses. Et à chaque fois, la façon d'échapper, les différentes façons d'avoir des scripts ou des exécutables qui rentrent, eh ben, va dépendre de comment est fait l'affichage. Donc là, on est dans un cas très particulier où le serveur doit savoir comment le client affiche les choses pour lui envoyer le contenu qui est correct. Il n'y a pas de magie. Et dans tout ce qui est HTML et autres, normalement, toutes les libs et les frameworks font ça correctement. Et sinon, arrêtez d'utiliser inner HTML quand vous faites du Vanilla.js. Mais le Vanilla.js, c'est très bien aussi. Code 566, on récupère ça. Code 566, recevoir. Ok, 229. Où est-ce qu'on en est? Il est toujours marqué là-haut, lui. 256. Qu'est-ce qu'on peut faire? Antoinette. Oh! Mot de passe oublié. Question secrète. Quel est le nom de votre animal favori? Ça me rappelle un truc, ça, oui. Ça me rappelle quelque chose. Coucou, toi. Bonjour, petit chat. Socrate Symphonie, enchanté. Alors, on va essayer de se connecter. Admin, Socrate Symphonie. Yes! Oui, en 2024, on arrête ça. Il faut plus ça, il faut plus. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a certains cas d'utilisation où c'est tout à fait légitime et c'est une bonne pratique de le faire. Si vous êtes dans ce cas-là, vous le savez déjà, et vous n'êtes peut-être pas à ma conf. Voilà. Tous les autres, ne faites jamais ça. Oui, c'est beaucoup trop facile d'aller deviner les réponses. Bref, il y a des gens qui sont très très forts pour faire beaucoup plus que regarder Twitter et trouver les choses. Je vais me faire un petit cadeau. 622. Top. On va se connecter, récupérer le cadeau. Antoinette. Oh non, c'est pas celui-là. Et je récupère le cadeau. Parfait. Oh, flûte. Ouais, je suis un développeur Java. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vous remontre. C'est un peu mon péché mignon, comme à beaucoup de développeurs Java, les stack traces. Oh, c'est vraiment cool. Ouais, on fait pas ça. Hein. Une stack trace d'erreur, non, on fait pas. Il y a beaucoup trop d'informations sensibles là-dedans, en fait. La solution, elle est pas très très compliquée. En fait, on met un try-catch. C'est moderne, mais ça marche assez bien. De nos jours, les try-catch. Vous pouvez essayer. Le principe, c'est super. Toutes nos erreurs, on arrête et on met un message d'erreur générique. Oups, le serveur a eu un souci, ça suffit amplement. Voilà.
Je peux pas résister. C'est vraiment cool. Promo Generator. On va aller voir. Il y a un GitHub. Promo Generator. Il est là. Cool. Fixe utilisation de Secure Random. C'est rigolo, ça, c'est surprenant. Le pseudo aléatoire est prédictible. La fonction aléatoire a un caractère... Oh bah dis donc. Je suis pas là. N x 17 modulo 1000. N x 17 modulo 1000. C'était quoi mon code? 622. Ouvrir calculatrice. Oui, ouvre la calculatrice, s'il te plaît. Hop. 622 fois 17 égale 574. Code 574. Eh bien oui, ça marche. Random, il ne faut pas utiliser random. Random, en fait, c'est pas vraiment aléatoire. En tout cas, dès qu'il y a besoin de sécurité, il ne faut pas utiliser random. Dans tous les langages, il y a quelque chose qui s'appelle Secure Random, qui lui est sécurisé comme son nom l'indique. Random, il a juste l'avantage d'être parfois un peu plus rapide. C'est même pas sûr. Si en soirée vous voulez la péter un peu plus, vous pouvez parler de CSP-RNG, Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator, et parler d'entropie generator. Ayez de bons amis si vous voulez vous la péter avec de tels termes. Mais globalement, c'est ça. Et c'est des gens super malins et super intelligents qui font ces choses-là. Deuxième chose, et là c'est la seule fois où je vais vous dire qu'il y a un outil qui peut peut-être vous aider. Là, on voyait, j'avais la lib pseudo-random-generator.jar en version 1.0, alors qu'il y avait déjà eu un fixe parce qu'il y avait une vulnérabilité connue sur cette librairie. Utilisez quelque part un truc qui manage vos dépendances vulnérables. C'est important, c'est pas très compliqué, il y a plein d'outils gratuits, payants qui le font. Voilà. Et restez à jour après. Ok. Ça, on a récupéré. Et ici, je peux fermer la page. Top. Ah tiens, il y a un truc nouveau dans les cookies, là. Authentication. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un token JWT. Alors ceux qui ont des super bons yeux, ils peuvent voir, il y a des petits points là quelque part dans la chaîne de caractères. Il y en a un là et l'autre je ne sais plus jamais où il est. Il est là l'autre. C'est un encodage base 64, donc c'est juste pour ça que ça a l'air crypté, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Ça contient un petit en-tête qui dit quel est l'algo que je vais utiliser pour signer la chose, un corps qui contient des données, et puis le dernier petit bout, c'est une signature, la fameuse signature dont je vous ai parlé. Et puis là, on voit que la signature c'est du MD5. Bien beau, mais MD5, c'est pas un algorithme de signature. Hop, donc ça veut dire que je vais pouvoir forger un nouveau token. Vous avez vu, ça a changé à la fin. J'ai forgé mon token et je dois pouvoir l'appliquer partout. Applique-le partout. Hop. Et ici, je suis bien dans l'interface d'admin. Donc là, j'ai un algorithme pour signer mon token qui est trop faible. Là, il est tellement faible que c'est même pas un algo de signature d'ailleurs. Là, il n'y a pas de miracle. Il y a des gens qui disent, pour faire un token JWT, il faut utiliser tel algo. Et il faut faire ça. Parfois, il y a deux algos de proposés. Suivant, est-ce qu'on est vraiment au top du top ou juste au moyen top. Mais il ne faut pas réfléchir plus. On prend les algos qui sont recommandés. Tous les autres, ils sont pétés, il ne faut pas les utiliser. Voilà, ça c'était facile. Et je vais en profiter pour me faire un cadeau nouveau. Code 240. Alors là, c'est plus machin x 17 modulo 1000, si vous êtes rapide à faire la multiplication. C'est fini. Code 240. C'est toujours devant. Même Antoinette. Brioche. Score, code. Je l'ai collé.
Super. 259. On n'a pas regardé ce que c'était ce truc-là. Créer un code cadeau. On va essayer. J'en fais un. OK. Créer. Montant 1 étoile. Confirmer. Oui, je confirme. Nouveau code. Oui, génère-moi le code. Code 952. Copier, oui, copier, s'il te plaît. Hop. On va pas gaspiller non plus. Il y a eu 3 requêtes, c'est ça. Hein. Je demande à générer, je confirme. Oui, c'est ça. Create, confirme, generate. Create. Qu'est-ce qu'il y a dans create? Amount. Ok, sympa. J'ai un ID. Après, on a confirme. Et puis après, on génère. J'ai envie de générer sans confirmer. Oh! On a un workflow où là, j'ai pas respecté les étapes. Et c'est quand même passé. Mauvais contrôle dans l'ordre d'exécution. C'est exactement ça. Créer, confirmer, générer. J'ai créé, j'ai généré sans passer par la case confirmer. Notre boulot à nous les devs, c'est pas de gérer les cas faciles et valides. Ceux-là, ils sont faciles, ils sont écrits dans les specs. C'est gérer tous les autres. Tous les cas non valides. Qu'est-ce qui se passe si je joue 2 fois l'étape du workflow? Est-ce que je dois exploser? Comment? Qu'est-ce qui se passe si je saute une étape, etc., etc. Notre valeur ajoutée, autant que de faire le cas valide, le cas passant, qui est celui qui est super bien décrit et que les métiers connaissent super bien, c'est de gérer tous les cas qui sont les cas non passants et faire en sorte que ça marche correctement. Code 948, allons-y. Code 948. Et je me suis mis bien en plus. 259, 1259. Alors, est-ce que c'est bon? Peut-être que je dois rafraîchir. 1286, on n'y est pas encore. Je commence à manquer un peu d'idées. Ah. Oh oh. Elle a un joli nom, c'est la Unprotected Primary Channel. J'ai une page d'administration qui est accessible depuis l'extérieur. Ça, c'est pas bien. Le principe pour une page d'administration, normalement, c'est qu'elle doit être accessible que de la partie du réseau des gens qui ont le droit d'y accéder. Donc on accède aux pages d'administration depuis le réseau interne, mais pas depuis l'extérieur, par exemple. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, allons-y. Admin. C'était celui-là, hein? Non. Quelqu'un a une autre idée? J'aime bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non plus. Non, mais celle-là, c'est pas possible. Enfin, en 2024, je vais pas vous... Non, je vais pas vous montrer ça. C'est quand même beaucoup mieux. L'authentification peut être évitée par un chemin alternatif. Oui. Le problème de l'authentique, c'est qu'elle doit être partout. Si j'ai une porte de derrière qui, elle, n'est pas protégée, c'est comme si j'étais pas protégé du tout. C'est la difficulté de l'authentique, il la faut partout. Et c'est pour ça que nos outils le font en général bien de nous rappeler qu'il faut le mettre un peu partout. Mais méfiez-vous quand même. Et puis celle-là, non, celle-là, c'est totalement interdit. Les mots de passe par défaut. Voilà.
Et SHA-1, 2, 3 ou tout ça non plus, faut pas, non, on arrête, non, on fait pas non plus. SHA-1, 2, 3, ce n'est pas un bon mot de passe. Ok, donc on est sur la console d'administration. Des messages, plein de vues, en pas mal. Nouveaux inscrits, ouais. Plus 25% de nouveaux visiteurs. C'est un peu vous, ça, je suis sûr. Hein. Ouais. Fait avec amour, cool. Bannir auteur, oui, c'est bien ça, bannir auteur. Flûte. Erreur, / interne n'est accessible que depuis le réseau interne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai copié l'URL. Oh, j'arrive pas à la voir. Copier l'adresse du lien. Alors, je vais la mettre là pour qu'on la voit mieux. Qui aime quoi blabla.gaetan.me / interne / ban 19. Ah, il y a bien un interne dedans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une callback ou une URL de rappel. En fait, c'est quand j'interagis avec un système, c'est pour lui dire, tiens, dans certains cas, est-ce que tu peux me rappeler sur cette URL? Comme ça, j'ai pas besoin de faire du polling et venir te demander régulièrement les choses. Ouais, on va mettre ça comme URL de callback. Puis on attend un petit peu qu'il se passe quelque chose. Et magie, ça s'est passé. Alors cette fois-ci, c'est SSRF. À ne pas confondre ni avec XSS, ni avec CSRF. C'est Server Side Request Forgery. Donc c'est notre serveur qui reçoit une URL et qui l'appelle. Sans vérifier que la destination est attendue. Alors ça vous paraît peut-être encore un peu fumeux. Un joli dessin. J'ai mes équipes d'infra qui font un boulot magnifique. Mon serveur, il n'y a que lui d'accessible depuis l'extérieur. J'ai une super belle muraille. Par contre, mon serveur, lui, bien sûr, il va communiquer avec la base de données, puis avec d'autres services, avec peut-être une API gateway, des machins, des trucs. Il fait sa vie. Dans une server-side request forgery, comme c'est le serveur qui appelle l'URL, il peut appeler ce qui est derrière la muraille, parce qu'il est déjà derrière. Et donc il l'appelle avec ses droits à lui, quelque chose qui est derrière. Donc là en particulier, il appelait notre URL / interne, qui est bloquée de l'extérieur, mais qui est ouverte à partir du moment où on est à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut retourner voir? Et ben voilà, on y est. Ouh. Ah, quand même. Une petite chose aussi, celle-là est super dure à montrer en démo, mais tous les événements de sécurité critiques doivent laisser une trace dans des journaux de log pour pouvoir faire de l'analyse de ce qui s'est passé. Alors l'analyse de ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il y a a posteriori, il y a un truc qui s'est mal passé, et on va voir qu'est-ce qui s'est mal passé. Et puis ça permet aussi à d'autres outils intelligents de vérifier ce qui se passe sur le truc et de réagir parfois de façon proactive sur des événements quand on est sur des applications critiques. Donc, dès qu'il y a un événement de sécurité critique, il y a une trace dans les logs qui est explicite sur ce qui s'est passé. Donc, il fait chaud ici. L'OWASP, 10 catégories de faiblesses logicielles. Et là, dans toutes celles que je vous ai montrées, c'est à notre main, à nous les devs. C'est nous qui avons en charge de faire en sorte que ces faiblesses ne soient pas dans nos applications. Les 10 catégories, voilà, elles sont là, les 10 catégories. Mais de rien, Emma, de rien. Je vais pas vous les détailler les 10. Le site de l'OWASP est certes moche, mais je vous encourage à aller voir à quoi ça ressemble. D'accord. La liste est particulièrement dégueulasse. J'ai mieux. OWASP cheat sheet. Alors je suis désolé, mon accent anglais est aussi pourri que mes blagues, et c'est ça qu'il faut aller chercher dans votre navigateur préféré. Et là, pour toutes les technos, pour toutes les problématiques de sécurité, il y a un ensemble de ressources qui va vous donner les clés sur comment faire. Comment faire, par exemple, mon CSRF quand je suis dans une SPA avec du Angular, ça dit comment il faut faire. C'est quoi mon secure random quand je fais du Go
non, faut pas faire ça. Quand je fais du Java ou autre chose. Bref, vous trouvez tout qui est bien indiqué. Et c'est vraiment pour les devs et très orienté sur pratique comment faire. Enfin, la sécurité applicative, c'est super bien. La sécurité, c'est aussi la sécurité des personnes, la sécurité des devs dans vos équipes. On a passé pas tout à fait une heure là ensemble à parler de Marie-Antoinette, qui était une femme étrangère à la cour de France et qui a été moquée, harcelée pendant toute sa vie. Jamais elle a pu, même si elle en avait voulu, endosser son titre de reine complètement. J'aimerais bien que la sécurité, ce soit dans la culture, que ce soit une culture qui soit vraiment pour que tout le monde se sente bien dans les équipes et qu'on soit vraiment beaucoup plus inclusif, parce que beaucoup de ces choses-là, c'est sur des mélanges d'idées, des gens qui pensent différemment, pas comme moi, qu'on va penser sur les canons passants, sur et si c'était différemment que ça se passe. Et pour avoir ça, il faut qu'on soit un peu différent dans nos équipes. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à ce moment avec vous. Et n'hésitez pas à flasher le truc muche pour Open Feedback. C'est un très bel outil. Merci. Comme j'ai passé un très bon moment et qu'il me reste un petit peu de temps, si vous avez des questions, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir m'interpeller dans le couloir. Si je suis le nez sur mon téléphone, c'est que je m'emmerde. Venez me déranger. Donc j'ai une toute petite question. Je suis un peu étonné par le numéro de CVE là, oui. Pour le mot de passe par défaut là. Il est à 1000 quelque chose. Est-ce que ce numéro, il était incrémental au fur et à mesure qu'on découvrait les trucs, ou c'est juste un numéro random? Parce que les trucs random, c'est pas... Alors, j'adore ta question. Je suis vraiment à ça d'essayer de tenter une réponse bullshit, parce que j'en sais rien du tout. Mais je crois que c'est de l'incrémental, mais j'ai vraiment une voilà. Vu qu'ils sont triés par numéro dans le catalogue, donc parce que 1000 et quelques, ça fait un peu beaucoup pour se dire ah tiens, mot de passe par défaut, faut pas le. Oui. Merci. De rien. Oh, si tu la refais, je te bullshit, promis. J'ai été très interpellé par une des attaques particulièrement, c'est celle où tu as mis un URL sur un autre site qui permettait d'envoyer une requête sur le premier. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait beaucoup sur Facebook des gens qui envoyaient des messages sur prenez ces pilules minceurs, regardez ma photo avant-après, qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas eux qui l'envoyaient. J'ai moi-même été victime de ça. Et je me demande... Mon mot de passe n'a pas été piraté, j'ai pas eu de message de Facebook qui m'a dit que quelqu'un s'est connecté, oui. J'ai rien eu, aucune log de mon compte a été utilisé ailleurs. Je me demandais si ça pouvait être ce genre de choses. Ça devait être il y a 3 ans, je pense. Est-ce qu'il y a 3 ans, Facebook avait encore ce genre de faiblesse? C'est typiquement une façon où ça peut se matérialiser, où tu as une action qui est faite avec ton compte parce que tu as juste affiché une page qui était pourrie à un endroit. Et donc, ils ont profité d'une faille à ce moment-là dans Facebook, dans leur API, qui parfois peuvent être assez compliquées. Et là, je voulais montrer de façon très simple où c'est un bout de script. Ça peut être des choses un peu plus tordues. Voilà. Et donc, si je veux faire attention, c'est pas aller sur des sites pourris, en gros. On dira pas lesquels. Hein. Non. Ça peut aussi être un site vulnérable où on va enchaîner une XSS d'un côté qui va permettre d'exécuter un script sur une page pour aller faire une action sur une autre. Donc c'était pas forcément un site pourri. Ça pouvait être un truc chaîné. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé du coup que... on peut
demander à une entreprise de triturer un peu les sites pour voir, pour déceler les failles. Oui. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent le faire aussi si on veut faire, par exemple, si on veut monter un site soi-même et qu'on ne veut pas forcément commissionner une entreprise, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de nous aider à renforcer la sécurité? Alors des outils qui permettent de faire du pen testing en automatique sur une première passe, c'est bien ça. La question c'était est-ce qu'il y a des outils qui permettent de faire ça bien? Il y en a quelques-uns qui font un premier scan. Leur efficacité est très moyenne. Mine de rien, c'est quand même un métier avec des gens qui ont une vraie méthodologie qui se rapproche à de l'audit et ils suivent pas à pas. Ils utilisent ces outils, mais tout un ensemble d'outils. Donc, c'est un bon début, mais ça suffit pas. Désolé. Pas d'autres questions? Ben, merci beaucoup.